Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces mots très encourageants pour nous. D'ailleurs, en quelque sorte, notre mission aussi, c'est d'inverser cette tendance-là, de montrer que peut-être la couverture juste d'un événement au départ peut ne pas être vraiment là où on va saisir l'essentiel. Mais on va tant bien que mal essayer, en tout cas avec vous, d'arriver à inverser cette tendance-là. Mais tout d'abord, je voudrais vivement vous remercier au nom de Madame la Présidente du Comité national ITIE et de Madame le secrétaire permanent de l'ITIE, mais également de tous les membres de l'ITIE ici présents et ceux qui sont retournés ou qui sont restés à Dakar. Mais en tout cas, encore une fois, vous remercier vivement d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, je vais aborder un peu les questions liées au contexte d'abord du secteur extractif sénégalais, les enjeux, défis et perspectives, les missions de l'ITIE, sa contribution dans la gouvernance du secteur et aussi revenir sur les recommandations que le rapport ITIE 2018 a élaboré aussi avec vous. Nous pensons que ça permettra de divulguer cette information largement et quelque part aussi de nous aider à veiller au suivi de ces recommandations-là. Parce que nous, comme vous, nous sommes dans un rôle de veille citoyen. Nous sommes également dans un rôle où on doit alerter l'opinion publique sur des questions essentielles, les orienter sur les débats qui feront la différence demain, surtout les débats économiques et maximiser les impacts positifs sur le tissu économique, mais également sur le vécu quotidien et le bien-être des populations. En termes de contexte, je ne vais pas parler de l'ITIE, je vais plutôt parler du contexte extractif lui-même. Donc, quand on parle de secteur extractif, on fait allusion dans notre cas au secteur minier, au secteur pétrolier et au secteur gazier. Dans d'autres pays, il y a même qui inclut dans ce secteur-là le secteur des ressources forestières, par exemple, ou des ressources halieutiques, pour faire plus large, parce que c'est une question aussi de ressources naturelles. Mais le Sénégal, pour le moment, on a fait le choix de nous limiter à ces secteurs-là, qui sont très importants, et également qui sont des secteurs qui passionnent par le débat public, qui animent le débat public. On a vu dans ces années qu'il y a, au cours de ces années, qu'il y a une évolution de la contribution du secteur. Mais quelque part, le sentiment quand on est auprès des communautés est que l'impact tel qu'il devrait être positif, tel qu'il devrait être ressenti auprès des populations, ne l'est pas forcément. Donc ça pose véritablement des questions ou quelque part des problématiques qu'il nous faudra aussi essayer de résoudre et de venir à bout de ces difficultés-là. Le Sénégal, c'est un pays qui était connu déjà depuis les années 50 pour son secteur extractif basé essentiellement sur l'exploitation des phosphates. On a eu Taïba avec la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, également à Lamlam, la SSPT, la Société sénégalaise des phosphates de Thiès. C'était véritablement l'industrie phare du Sénégal. On parlait des I16 comme un des maillons essentiels de l'économie sénégalaise qui a été classé au début des années 2000 dans les 100 entreprises les plus performantes en Afrique. Donc c'était pour vous dire qu'il y avait véritablement un secteur extractif qui était essentiellement tourné vers cette industrie-là. Et cette industrie, moi toujours je la défends, je dis l'avenir véritablement du Sénégal dépend intimement de la ressource phosphatière. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous regardez la chaîne de valeur du phosphate, vous vous rendez compte qu'il y a véritablement beaucoup de produits que nous consommons au quotidien qui dépendent intimement de ce phosphate-là. Vous avez les engrais, ça permet justement de fabriquer les engrais, mais également il y a des médicaments, vous avez du phosphore, vous avez également du phosphate. Vous avez énormément d'applications qui peuvent permettre quelque part à notre pays de pouvoir tirer des retombées
très importante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au début de la première décennie de ce siècle, on a connu quand même des soubresauts avec les ICS, qui a conduit à sa restructuration. Et finalement, on connaît l'histoire. Il y a une société indienne qui a pris le relais de l'exploitation. Et là, on commençait véritablement un peu le déclin de cette entreprise qui a fait face à des difficultés. Même si on voit que sa production est en train de revenir à des niveaux acceptables, 1,7 million de tonnes qui ont été produites de phosphate en 2018, ça montre qu'il y a eu quelque part un certain nombre d'évolutions et plus de 400 000 tonnes d'acide phosphorique qui ont été produites également. Mais on a également connu, dans cette première décennie du XXIe siècle, au Sénégal, la ruée vers l'or. Je l'appelais comme ça, pour faire allusion à la grande ruée en Amérique vers l'or. Mais ça s'est passé dans le Sénégal oriental, à Kédougou. Et on a eu Sabodala, que vous connaissez bien. Mais à côté de Sabodala, l'année 2018 a été également marquée par le fait qu'il y a Mako, qui a été exploité, un gisement qui est exploité par une société qu'on appelle Petrol Mining Company. Et ça a permis au Sénégal de produire quelque chose comme 12,57 tonnes d'or. Et un chiffre d'affaires au total de 277 milliards que ces entreprises ont engrangé, ont fait. Et ça a permis quelque part de relever la redevance minière qui est passée de peu près 7,5 milliards à 19 milliards. Donc c'est un impact plus ou moins qu'on dirait direct qui est significatif aux yeux de l'État. Mais les populations, on a été à Kédougou la semaine dernière, toujours continuent à réclamer quelque part leur part de l'exploitation. De dire, nous voulons davantage. Et à juste raison, je pense que la Constitution est suffisamment éloquente à ce propos. Les ressources appartiennent au peuple. L'État a justement le devoir justement de veiller à la bonne exploitation, la bonne gestion de ces ressources-là, pour assurer quoi? Le bien-être des populations. Mais il n'y a pas que ça. On a, en campant aussi dans la région de Thiès, on a ce qu'on appelle le zircon. Le zircon, qui est une ressource minérale qui est faite de zirconium plus de la silice, donc du sable qu'on exploite avec la société Grande Côte Operation, qui a un certain nombre de minéraux qui accompagnent ce zircon-là. Il y a l'ilménite, qui est plutôt du fer et du titane. Et il y a beaucoup d'applications qui se font, dont la plupart, c'est dans les céramiques, mais également l'industrie aéronautique, et parfois même qui va dans le nucléaire en faisant la transformation du zircon qui passe du zircon au zirconium. Donc c'est des industries qui sont, on dirait, à la pointe de la technologie et qui permettraient quelque part de relever les défis de demain. Pour rester dans le secteur minier, il y a de grands projets aussi qui s'annoncent. Il y a le projet de fer de la Falémé, dont vous entendez parler depuis très longtemps. Mais le plus important qui est à venir et qui est très imminent, c'est l'exploitation du pétrole et du gaz. Qui, hier à Kayar, on a vu également que pratiquement, que ce soit Saint-Louis ou Kayar, les populations ont à peu près les mêmes appréhensions vu le niveau peut-être de manque d'information et quelque part d'impréparation par rapport aux enjeux aux défis qui vont se poser à l'avenir, ou bien la compréhension de ces enjeux-là. La mission essentielle de l'ITIE, c'est déjà de permettre à différents acteurs de pouvoir dialoguer, de pouvoir faire marcher les choses, de renforcer la gouvernance du secteur et en fin de compte pour pouvoir arriver à ce que la Constitution a énoncé, assurer le bien-être des populations. Donc chaque population, chaque frange de la population doit pouvoir tirer bénéfice de l'exploitation de ces ressources-là. C'est pourquoi nous avons 8 exigences qu'il faut mettre en œuvre. Nous devons suivre ce qu'on appelle déjà la ressource elle-même. Là où c'est disponible, nous devons savoir où il est disponible. C'est pourquoi on permet
à chaque fois qu'on vient dans une région, de donner le maximum d'informations sur là où se trouve la ressource, quels sont les permis qui sont délivrés, pour que même les élus locaux puissent déjà anticiper sur d'éventuels conflits et d'éventuelles mises en œuvre d'ajustement de leurs recettes locales, ou bien de pouvoir se préparer à capter davantage de recettes. L'autre aspect qui est lié à la production est la vente des différentes matières premières, mais également la collecte des revenus qui va se faire à travers les régies financières, mais aussi tout ce qui est redistribution des revenus. Et quelque part, c'est un peu le chaînon ou la partie qui est un peu la partie où on doit faire beaucoup d'efforts, le Sénégal doit faire beaucoup d'efforts, parce que le ressenti des populations, c'est que la redistribution des revenus, elle est assez faible, elle est assez faiblement ressentie. Donc, il y a l'État central qui collecte 122 milliards d'après le rapport 2018, 60 milliards d'entreprises implantées à Thiès ont contribué à cette manne financière, mais il y a très peu de fiscalité locale. L'État, en renonçant dans les contrats à prélever des impôts et taxes au titre des exonérations, renonce en même temps à des impôts locaux dévolus à des collectivités territoriales qui ont eu quelque part de nouvelles compétences, des compétences transférées qui sont liées, qui sont devenues des charges pour ces collectivités territoriales-là. Donc il faut rééquilibrer quelque part la balance en termes de redistribution des revenus et même de fiscalité. La fiscalité des impôts d'État ne doit pas se retrouver à un niveau de 98% et on n'a que 2% pratiquement pour la fiscalité locale, ce qui est très très faible. Et l'autre aspect, en termes de mise en œuvre de l'ITIE ou des missions aussi, c'est de faire des recommandations et faire le suivi de sorte qu'on puisse améliorer la gouvernance de façon générale. Les questions qu'on a abordées ici, questions liées à l'environnement, à la fiscalité locale, des questions liées à la répartition des revenus, les questions liées à la mise en œuvre du contenu local, tout ça, c'est des questions auxquelles le comité national accorde beaucoup d'importance et on doit arriver à ce que tous les services concernés de l'État, les services au niveau décentralisé, au niveau central, tous puissent veiller à ce que ces recommandations soient véritablement mises en œuvre et nous y reviendrons plus tard. Mais c'est pour vous dire que le Sénégal est quelque part à la croisée des chemins. En faisant ce contexte-là, vous voyez déjà qu'il y a des défis qui sont liés à la redistribution des revenus, des défis qui sont liés à la surveillance de l'environnement, aussi des défis qui sont liés quelque part à la préparation des masses, donc des collectivités, des communautés, à capter plus de dividendes. S'il n'y a pas suffisamment de cohérence ou de territorialisation des politiques publiques, comme on a l'habitude de le dire, on aura toujours des difficultés à pouvoir être compétitif au niveau local, à ce que les PME, PMI puissent capter plus de dividendes. Parce que ce qu'on a révélé dans le rapport ITIE 2018, c'est qu'on a globalement 999 milliards qui sont payés par ces entreprises-là aux fournisseurs de biens et services. Donc plus de 400 milliards à des entreprises de droit sénégalais, dont on sait au moins qu'il y a 60% qui sont des capitaux sénégalais, qui ont des capitaux sénégalais. Donc c'est des aspects qui sont très très intéressants parce que si vous comparez même 200 milliards par rapport aux 100 milliards de l'État, ça fait le double. Donc le combat doit être mené en allant vers le sens de formaliser davantage les organisations qui sont au niveau de la base, de les inciter à se formaliser, d'également de les accompagner en termes de renforcement de capacité, parce que quelqu'un qui a toujours été agriculteur, il n'a jamais pensé à vendre ses produits agricoles ou horticoles à une compagnie minière, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va sauter le pas. Il faudra un certain, parce que le circuit, il est très... Si vous prenez un exemple très simple, Mboro ou Fasboy ou Diogo, les gens, ils mettent dans les camions Ndjembet là, ou bien dans les Peugeot pour acheminer vers où? Vers Bayard, vers Noto. C'est ça leur circuit habituel.
ils n'ont jamais peut-être pensé à ce qu'ils pouvaient apporter aux ICS ou bien aux GCO qui sont des voisins immédiats et à d'autres entreprises qui sont aussi dans la zone. Donc c'est des circuits qu'on doit pouvoir mettre en place, c'est un accompagnement qu'on doit pouvoir mettre en place et le secteur pétrolier également va pouvoir entrer en jeu. L'autre aspect, c'est lié également au financement. S'il n'y a pas de financement pour ces entreprises-là, on n'a pas de soutien. Parce qu'on a vu que les statistiques de l'ADPME, de l'ANSD également, ont montré que pratiquement, il y a très peu d'entreprises de PME-PMI qui dépassent les 5 ans on va dire, d'espérance de vie. Pratiquement, vous avez 80% de ces PME-PMI qui meurent avant 5 ans. Donc, c'est un constat alarmant, mais il faut corriger cette tendance-là et pouvoir permettre au niveau local, aux communautés, de capter ce contenu local-là. Et enfin, je dirais que les perspectives avec le pétrole et le gaz, comme il y a une loi sur le contenu local dans le secteur pétrolier, dans le code minier déjà, vous avez des articles, l'article 109 qui incite à ce qu'on emploie de la main-d'œuvre locale, qu'on ait une équité salariale entre hommes et femmes, etc. L'article 85 qui demande la publication des plans de passation des marchés des titulaires de titres miniers. Donc, il y a une obligation que les titulaires de titres miniers, ils ont failli à cette obligation-là. La loi, elle est là depuis 2017, elle est entrée en vigueur avec le décret d'application. Donc, 2 ans après, si on continue à demander à ces entreprises-là, je pense qu'il y a quelque part un problème et il faudra relever cet aspect-là qui est très important. Le code pétrolier de 2019 est également revenu sur cet aspect et c'est renforcé avec la loi sur le contenu local dans le secteur pétrole, dans le secteur des hydrocarbures. Ce qui est très salutaire d'ailleurs, parce que même si c'était une loi générale, il y a déjà des déclinaisons qui sont très intéressantes, parce que ça prévoit que aussi bien les entreprises titulaires qui sont dans l'exploitation ou l'exploration pétrolière publient annuellement un plan de contenu local qui inclut les marchés, qui inclut également le timeline, c'est-à-dire la période où on a besoin d'acquérir ces biens et services, mais également dit à leurs sous-traitants, même les sous-traitants qui vont gagner les marchés, qui sont peut-être potentiellement étrangers, de faire de même, ce qui est très intéressant, parce que ça élargit les possibilités pour les entreprises sénégalaises et définit aussi, quelque part, les régimes qui vont permettre aux entreprises sénégalaises, des régimes exclusifs par exemple, dans le transport, la restauration, l'hôtellerie, etc., où c'est de facto réservé aux entreprises sénégalaises et la définition de l'entreprise sénégalaise. Les propositions qui sont actuellement sur la table, on est en train de miser sur la proportion du capital qui appartient à des Sénégalais et des personnes physiques de nationalité sénégalaise. Donc c'est ce qui est une bataille essentielle qu'il faudra aussi veiller au grain pour cela. Et l'autre aspect qui est important aussi pour les communautés, on en a parlé hier à Kayar, il y aura une loi sur la répartition des revenus. Et eux, ils nous ont dit un concept, ils ont répété plusieurs fois ce mot-là, c'est-à-dire qu'ils sont plus proches des zones potentiellement qui seront impactées. Donc il faudrait forcément prévoir que dans cette loi-là, que ces entreprises, ces communautés puissent trouver une voie de sortie ou bien une compensation. Mais dans la discussion, on a aussi relevé le fait que la compensation ne doit pas être seulement pécuniaire, parce qu'il y a d'autres formes de compensation qui peuvent être liées aux politiques qui sont menées. Par exemple, la pêche continentale, l'aquaculture, peut suppléer quelque part les baisses de capture en mer, si l'activité pétrolière ou gazière venait à impacter la pêche. Ça, c'est des pistes de réflexion qui sont très intéressantes. Développer aussi l'intercommunalité. Un pêcheur de Kayar doit se sentir à l'aise à Mbour. Je donne l'exemple de Mbour parce qu'on a vu les incidents que des pêcheurs de Fass-Boye ont subis à Mbour. Donc cette intercommunalité, c'est un principe de solidarité qui est très fort et qui est inscrit dans l'acte 3 de la décentralisation. C'est aux élus locaux également et aux populations de faire valoir leurs droits. Et enfin, de penser quelque part au suivi environnemental. Parce que quelque part, il y a
l'environnement qui est en train de réviser son code et les propositions des populations sont attendues. Les propositions également des journalistes qui s'intéressent à ces questions sont très attendues. Donc je pense que pour l'instant, je vais m'en arrêter là. Je pense qu'on a essayé de la publication des informations relatives aux paiements que les entreprises effectuent auprès du gouvernement. Aujourd'hui, l'ITIE permet même de connaître ce qu'on peut appeler la nature du projet. Et aussi, l'ITIE permet également de voir les conditions dans lesquelles le projet a été octroyé. Tout à l'heure, on a évoqué la question des contrats, qui est extrêmement important. Et je crois qu'aujourd'hui, l'une des contributions les plus remarquables de l'ITIE au Sénégal, c'est la publication des contrats. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le travail de l'initiative pour la transparence s'inscrit dans une logique de ce qu'on appelle le triangle de la transparence. Pourquoi le triangle de la transparence? Parce que l'analyse de l'impact économique et social d'un projet fonctionne mieux lorsqu'on combine diverses formes de données. Par exemple, en plus des paiements que vous avez, il y a également ce qu'on appelle les contrats et enfin, ce qu'aujourd'hui beaucoup ne saisissent pas encore, les bénéficiaires effectifs. Ce triangle de la transparence me permet d'évoquer ce qu'on appelle aujourd'hui les perspectives de l'initiative pour la transparence dans les initiatives au Sénégal. Cette année, vous l'avez remarqué, nous avons beaucoup parlé du contenu local. Et quand on a parlé du contenu local, c'était de dire, au-delà de la loi sur le contenu local qui évoque aujourd'hui beaucoup de possibilités, l'initiative pour la transparence a déjà donné le signal en publiant des informations sur les fournisseurs en matière de biens et services. Ce qui est aujourd'hui une innovation parce que cela permet dès à présent de jauger un peu la capacité financière, on va dire la contribution ou l'enveloppe financière que génère l'activité extractive dans notre pays. Et je crois que ça, c'est un point à retenir. Mais pour cela, nous estimons qu'il faut aller plus loin, parce que c'est ça qui me permet d'évoquer le premier chantier de l'ITIE dans les années à venir, ou en tout cas dans l'année, on va dire, on est en 2020, c'est ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif. Tantôt on parle de propriété réelle, tantôt on parle de propriété effective, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est tout simplement les personnes qui tirent bénéfice de l'activité extractive. Quand un permis minier ou un titre d'hydrocarbures est délivré, il est délivré à une personne morale, on va le dire comme ça. Et la propriété réelle va plus loin pour demander qui est la personne physique. Parce que la définition retient le fait qu'il faut qu'on déclare les personnes physiques. Ce n'est pas les personnes morales. Parce que la personne morale, elle est déjà réglée par le RCCM, le registre du crédit immobilier, qui identifie la structure du capital de la société. Mais ici, avec l'exigence de l'ITIE, qui est l'exigence 2.5, demande à ce que les États qui ont adhéré à l'ITIE mettent en place un registre public à partir du 1er janvier 2020 pour permettre d'identifier les personnes qui détiennent ou qui contrôlent la société pétrolière ou extractive. Et à ce niveau, je dois rappeler qu'il y a un effort qui est déjà fait au niveau des parties prenantes. Pourquoi? Parce que nous avons signé un protocole d'accord avec le ministère de la Justice, parce que tout simplement, le RCCM, quand vous voulez créer votre société, il faut que vous alliez au RCCM. Et le RCCM est placé sous la tutelle du ministère de la Justice. Et à la suite de ce protocole, nous avons travaillé avec un prestataire pour le volet technique qui s'appelle Gaïndé 2000 pour un peu s'accorder sur le design. Parce que le registre, au fond, c'est un outil d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'entreprise vient
s'immatriculer au Sénégal, on demandera à l'entreprise de déclarer les noms, prénoms, adresses, nationalités des personnes qui détiendraient ou qui contrôleraient la société. Et cela a plusieurs avantages. Mais je citerai quelques-uns. L'un des premiers avantages de connaître les personnes qui détiennent des titres dans les sociétés extractives, c'est que ça permet rapidement de lutter contre ce qu'on appelle l'évasion fiscale ou la fraude fiscale. Vous savez, aujourd'hui, il peut y avoir des sociétés qui sont immatriculées à l'étranger, ou bien il peut y avoir des sociétés aussi qui domicilent leurs revenus dans d'autres juridictions. Et l'idée ici, c'est qu'une fois qu'on ait identifié la personne physique, que l'administration fiscale puisse également vérifier, procéder à un examen fiscal. C'est pourquoi dans le projet de texte qui est en cours d'élaboration, sur lequel je dirai un mot tout à l'heure, déjà offre la possibilité à l'administration fiscale d'avoir accès à cette base de données. Le deuxième avantage aussi, c'est que la propriété réelle est un enjeu de sécurité nationale. Tout à l'heure, on a parlé de la propriété des ressources au peuple. Ça veut dire quoi? Droit de propriété, fructus ubisus usus. Quand on extrait les minéraux ou les substances minérales autour du sous-sol, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que les citoyens ou les populations puissent connaître les titulaires d'actifs pétroliers ou miniers au Sénégal. C'est-à-dire que les populations puissent savoir qui fait quoi, qui détient quoi et c'est dans quelles conditions. Ensuite, un autre avantage qu'on peut citer sur la propriété réelle, c'est que la propriété réelle aujourd'hui achemine ce qu'on appelle dans le secteur extractif le sentier de la gouvernance. Parce que au-delà de la déclaration, au-delà de la divulgation des paiements, au-delà de la publication des contrats, ce qui est un pas entier pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles, maintenant, il faudra juste qu'on identifie les personnes qui interviennent dans le secteur. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir lutter également contre les conflits d'intérêts, la corruption, mais aussi pour permettre même à l'État de sécuriser ce qu'on pourrait appeler la gestion du secteur. Autre avantage pour les entreprises cette fois-ci, vous verrez que la divulgation des bénéficiaires effectifs permet même de pouvoir connaître ce qu'on appelle les autres concurrents, les partenaires commerciaux, et de voir est-ce que ces partenaires sont impliqués ou sont mêlés dans des affaires. Donc ça garantit même la sécurité de l'entreprise. Dernier avantage, la divulgation de la propriété réelle permet à la société civile et aux communautés de demander ce qu'on appelle la redevabilité, et j'ajouterais même pour les pouvoirs publics d'engager la responsabilité pour des personnes qui détiendraient des sociétés anonymes ou des sociétés fictives. En tout cas, ça permettrait de lever un peu, de mettre fin à la propriété, à la dissimulation de la propriété, ou à mettre fin à l'anonymat. Donc, pour me résumer un peu, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier chantier de l'ITIE pour cette année-ci, parce que n'oublions pas qu'une conférence a été organisée à Dakar, une conférence africaine au cours de laquelle les autorités avaient pris part, pour également réaffirmer l'engagement du Sénégal à mettre en œuvre la propriété réelle. C'est pour cela qu'il y a un projet de décret qui va encadrer les conditions dans lesquelles le registre sur les bénéficiaires effectifs va être organisé, mais en termes d'accès, mais aussi en termes, si vous voulez, de champ d'application. Et à ce niveau, le travail technique a été déjà fait en collaboration entre le Comité national ITIE et le ministère de la Justice qui ont travaillé à travers un comité pour finaliser le décret et le soumettre à signature. Et je crois qu'à ce niveau aussi, il sera très intéressant que le texte soit signé afin de permettre le Sénégal d'être parmi les pays en Afrique aujourd'hui. Vous verrez qu'en Afrique, il y en a peu. L'exemple que l'on cite souvent, c'est le Nigeria. Mais en tout cas, dans l'espace francophone, que le Sénégal soit le premier pays à avoir ce registre qui permet à la fois de révéler la propriété juridique, mais aussi de révéler ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs du secteur extractif. Le deuxième chantier de l'ITIE
qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la divulgation systématique. Alors, la divulgation systématique signifie quoi? Ça, c'est aussi une exigence de l'ITIE, le mainstreaming en anglais. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le reporting de l'ITIE au Sénégal, c'est N-1. Nous sommes en 2020. En 2019, on a publié les informations qui portaient sur l'année fiscale de 2018. Mais avec le mainstreaming, on veut instaurer ce qu'on appelle un reporting plus régulier. Ça veut dire quoi? Au lieu d'attendre la production du rapport ITIE, qu'il y ait des informations sur les données de production, qu'il y ait des informations sur les paiements à temps réel et qu'on pourra aller rapidement interroger à travers une base de données qu'on appelle un système de télédéclaration. Et aujourd'hui, le travail est très avancé et le comité national y travaille avec toutes les régies financières, notamment le Trésor, pour mettre en place un système qui permettra de pouvoir avoir les informations sur le secteur extractif à travers une interconnexion. Et ça va réduire le délai de préparation, mais aussi ça permettra de garantir ce qu'on pourrait appeler la traçabilité. Et à ce niveau aussi, il faudra rassurer parce que la production du rapport va continuer et également le comité national aura plus de travail en termes d'analyse des informations qui seront mises dans cette base de données. L'autre chantier de l'ITIE qui est aussi déterminant, c'est ce qu'on appelle la déclaration par projet. Dans le rapport ITIE, il y a déjà des entreprises qui ont commencé à déclarer par projet, mais la déclaration par projet, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une entreprise qui opère à Thiès. Au niveau du contrat, le paiement s'effectue sur la base du contrat, alors que l'entreprise, au niveau de la région, dispose de plusieurs projets miniers. Mais aujourd'hui, l'ITIE dit qu'il faut désagréger le niveau de paiement et arriver à ce qu'on appelle la déclaration par projet. Et ça permettra de mieux voir ce qu'on appelle la rentabilité du projet. Et ça permettrait également aux citoyens, aux communautés de voir directement combien le projet leur apporte. Ça également, c'est un point essentiel sur lequel l'ITIE travaille. Et déjà, au niveau du rapport, vous pouvez avoir des informations sur la déclaration par projet. Et tout cela garantit mieux la transparence. Je crois que j'ai évoqué, on veut dire, les chantiers les plus essentiels. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Maintenant, sur le contenu local, pour terminer, il y a un projet de loi qui est en cours d'élaboration. Déjà élaboré, je dois dire, des projets de décrets d'application qui doivent être pris. Et l'ITIE a déjà envoyé une contribution pour tout simplement montrer que finalement l'ITIE peut bien être un outil d'impulsion et même un outil d'indicateur. Tout à l'heure, je parlais des informations que nous avions et que nous avons sur le rapport de 2018. Et ces informations doivent être exploitées davantage afin de mieux avoir ce qu'on peut appeler des indicateurs de contenu local. Parce que pour le contenu local, il ne faudrait pas qu'on perde de vue que l'intérêt, c'est plus de voir ce que les Anglais appellent le linkage par rapport aux autres secteurs de la vie économique. Qu'on ne puisse pas tout simplement se focaliser sur le secteur extractif. Et je crois que mon collègue tout à l'heure en a parlé. Donc voilà les quelques éléments que je voudrais partager avec vous, tout en restant disponible s'il y a d'autres éléments. Mais retenez le principe que cette année, les sujets sur lesquels l'ITIE va beaucoup travailler, ça va être la télédéclaration, les bénéficiaires réduits, la déclaration par projet, tout en sachant que c'est des exigences de la norme ITIE et également il y a une étape de la validation qui est très attendue en 2021. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moustapha. Je veux remercier l'association de la presse locale, représentée ici par sa présidente, notre sœur Khadioum, et toute la presse locale dans sa diversité, non seulement pour le professionnalisme, mais l'engagement aussi, parce qu'ils font partie des nôtres, ils sont de la société civile. Moi, je voudrais parler aujourd'hui en tant que, parce que j'ai un peu 3 casquettes. La première, c'est ma famille naturelle, le Forum civil, je suis coordonnateur général adjoint. La deuxième, coordonnateur antenne régionale, Publier ce que vous payez à Thiès. La troisième, membre du groupe multipartite, Comité national ITE,
où je coordonne la commission communication pour le moment. Mais je voudrais parler aujourd'hui en tant que coordonnateur de l'antenne régionale de la coalition Publier Secours Pays. Je voudrais d'abord rapidement vous présenter la coalition Publier Secours Pays. C'est une coalition mondiale qui regroupe aujourd'hui plus de 700 organisations de la société civile. Son siège est à Londres. La coalition au Sénégal, elle a été mise sur pied en octobre 2011, ici dans la capitale du Rail. En ce moment, elle s'appelait Coalition des organisations de la société civile pour une meilleure gouvernance des ressources minérales. Notre premier chantier a été de faire un plaidoyer, mais aussi un lobbying, tant au niveau national qu'international, pour que le Sénégal puisse adhérer à l'ITIE. Et 4 mois après la mise sur pied de notre coalition à Thiès, et ça je le rappelle pour l'histoire, pour la postérité, le 2 février 2012, l'ancien président Abdoulaye Wade avait répondu un peu favorablement à notre appel en déclarant officiellement, lors d'un conseil des ministres le 2 février 2012 par le ministre Abdoulaye Baldé, que le Sénégal avait l'intention d'adhérer à l'ITIE. Mais vous savez que le 25 mars 2012 survint l'alternance. Avec la continuité de l'État, le président Macky Sall a mis les bouchées doubles. Lorsqu'il est arrivé, automatiquement, il a réaffirmé cet engagement, mais il l'a matérialisé en demandant à ce que le Sénégal dépose sa candidature et en nommant le premier président du comité national, le professeur Ismaïla Madior Fall. C'était le 17 octobre 2013. Et le Sénégal a mis les organes, notamment le comité national composé de 2 mamelles, le secrétariat technique et le groupe multipartite composé de 3 collèges, la société civile, l'État et le secteur privé. Avec 3 commissions aussi, commission communication, commission renforcement de capacité, dirigée ici par notre sœur Khadija Dramé, du service de l'environnement, la commission audit. Et c'est des commissions rotatives. Mais pour en revenir à la coalition, elle est dirigée par Ibrahima Sori Diallo, qui est aujourd'hui basé dans la zone Est, à Tambacounda, et que vous connaissez, l'ONG La Lumière. Donc c'est lui qui est le président de la coalition. La coalition est composée de plusieurs organisations très crédibles. Nous avons l'ONG La Lumière, dont j'ai parlé tantôt. Nous avons le Forum civil. Nous avons la RADO, représentée ici par notre frère Mor Khouma, en même temps de Kédougou, membre du GMP. Nous avons Amnesty. Nous avons ENDA, ONG 3D, Article 19 et le réseau PAPAM. PAPAM, c'est les personnes affectées par les opérations minières. Parce que cette coalition, elle a un ancrage communautaire et social. Nous avons aujourd'hui 7 antennes dans toutes les régions d'exploitation. Dakar, Thiès, Kédougou, Matam, Ziguinchor, avec le zircon en vue, Saint-Louis et prochainement Fatick. La coalition, elle est la voix des sans-voix. Quand je dis la voix des sans-voix, l'ITIE, c'est le niveau stratégique, la coalition, c'est le niveau opérationnel. L'ITIE, c'est un peu la technostructure qui conçoit, en termes de stratégie, d'élaboration. Maintenant, l'appropriation, la dissémination, c'est au niveau communautaire parce que ces populations, à la base, sont propriétaires de ces ressources. Au niveau du groupe multipartite, nous sommes 4 aujourd'hui à représenter la coalition. Seydi Gassama de Amnesty, moi-même, Mor Khouma de Kédougou, Boubacar Tamba de Tambacounda, journaliste qui est chargé de com. C'était un peu pour respecter la diversité géographique. Mieux, nous avons notre sœur Gadiaga Diop, qui vous représente, vous. Elle représente le SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information. Parce qu'on parle de transparence, le premier niveau, c'est l'accès à l'information. Nous avons l'Ordre national des experts comptables, représenté par Amadou Samb et Ibrahima Yadou du Congat. Voilà un peu composé, les membres du GMP. Pourquoi je parle de commencer par l'information d'abord? Pourquoi elle est importante?
Ce rapport, nous sommes dans la phase de dissémination, mais pour 2 leviers seulement, pour les citoyens. Le premier levier, c'est un outil de plaidoyer, documenté, argumenté. Le deuxième niveau, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Parce que je le dis souvent, un citoyen, s'il est bien informé, il est actif, il est responsable. Mal informé, il sera sujet à vie. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui au Sénégal, à travers les émissions Wax Sa Xalaat ou l'opinion publique, les populations traduisent leurs besoins en connaissance. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ne sont pas au courant des conventions, des textes législatifs. Donc nous, tout ce que nous faisons, c'est dans ce cadre. Maintenant, pour en revenir au partenariat, elle date de 2013. Depuis l'adhésion du Sénégal à l'ITE, depuis la mise en place, l'ITE est venue à Thiès pour le premier atelier de vulgarisation de l'ITE. Ce n'était même pas un rapport avec le professeur, c'était à Thiès, avec la coalition. Depuis 6 ans, dans toutes les régions, c'est ce partenariat stratégique où tout le monde y gagne. Parce que le slogan de l'ITE, c'est avec la transparence, tout le monde y gagne. Mais dans ce partenariat, nous mutualisons non seulement nos forces, nos moyens, mais nos stratégies aussi, pour mieux atteindre la cible. Nous sommes à Thiès dans le cadre de la semaine de l'ITE. C'est un concept nouveau. Nous avions l'habitude d'aller dans les régions, et quelques régions ciblées, pour des ateliers régionaux, et ensuite, le reste, la coalition allait sur le terrain, dérouler dans le cadre de ces stratégies, la dissémination communautaire. Mais cette année, avec la nouvelle présidente, le professeur Eva Marie Coll Seck, très tôt, lors de notre première réunion, elle dit elle veut aller vers les communautés. Parce que c'est en allant vers les communautés qu'on a le ressenti. Et ce ressenti, on peut le traduire en recommandation, on peut le traduire en rapport. Un rapport, il est froid, mais le ressenti est beaucoup plus important. Donc la semaine de l'ITE, avec le chargé de com Baldé et Jean-François Faye, qui a été un des artisans, il était l'ancien chargé de com, et la commission com est validée maintenant par le GMP, parce que le GMP est une instance souveraine, nous sommes une autorité indépendante. Ça, je peux le dire ici. Vous prenez le cas du COS-Petrogaz, tous ceux qui sont nommés, c'est le président qui choisit, c'est des institutions. Mais pour l'ITE, la composition, elle est multipartite, et dans tous les pays, dans les 52 pays, il faut un collège État, un collège société civile, un collège secteur privé. Et les rapports ne sont pas remis au président de la République. Les rapports sont rendus publics parce que nous sommes une autorité indépendante. C'est le comité qui élabore, qui supervise, qui valide. Et je peux le dire encore pour témoigner de la vitalité du comité national ITE Sénégal, les votes sont permis. Mais nous avons tenu plus de 50 réunions que des statutaires, c'est toujours des consensus. C'est pourquoi je le dis très souvent, l'ITE peut être un exemple pour toutes les forces vives de la nation, la classe politique, opposition, pouvoir, société civile et les religieux, pour aller vers un consensus national fort sur la gouvernance de ces ressources. Parce qu'au niveau de l'ITE, regardez aujourd'hui, vous avez l'administration, vous avez Paye, il était du secteur privé, il est de l'administration, je suis de la société civile. Vous venez au GMP, c'est le même format. Les gens sont ensemble parce que tout ce que nous le faisons pour l'avenir de notre pays. Donc pour en revenir au partenariat, cette année, la première étape c'était Kédougou, la semaine de l'ITE. Il y a eu beaucoup d'activités, le CAD, des forats, et qui ont été supervisés par nos amis de l'antenne de Kédougou, Mor et les autres. Pour Thiès, la première région minière du Sénégal et la première région minière et la première région peut-être prochainement gazière. Nous avons eu la chance d'avoir la première sortie officielle de la présidente du comité national ITE, le professeur Eva Marie Coll Seck. Et c'est un honneur. Vous avez eu l'atelier. Ensuite, l'après-midi, nous sommes partis vers les religieux. Nous avons rencontré les autorités religieuses, l'association des imams. Nous devions rencontrer l'évêque qui n'était pas disponible, mais ce ne sera que partie remise. Parce qu'eux aussi, ils sont des voix autorisées. Et comme notre configuration en tant qu'État laïque, il y a la spécificité sénégalaise, le spirituel et le temporel,
sont de pair, sont complémentaires. Donc ces religieux aussi, ils doivent avoir l'accès à la bonne information. Nous avions rencontré Serigne Mourinou Dieguene, Imam Asbaran Dieguene, le président de l'association des imams, à qui nous avons remis des exemplaires pour que dans leur prêche, qu'ils continuent à être des vecteurs aussi de la bonne information, parce que le rapport, c'est des informations fiables et exhaustives. Nous avons rencontré le conseil municipal pour discuter avec eux. Même si les mines ne sont pas des compétences transférées, elles s'opèrent, l'exploitation s'opère dans ces zones, dans ces collectivités. Nous avons été à Kayar hier pour rencontrer les communautés, dans une logique d'anticipation et de partage. Nous avons été à Dangote, une visite de chantier pour voir exactement comment l'exploitant, est-ce que les entreprises respectent les obligations contractuelles. Nous avons organisé un dîner-débat thématique sur la problématique du contenu local. Parce que Paye l'a dit tantôt, mes autres collègues, je les remercie. Pour la région de Thiès, 59 milliards générés sur les 122 pour le rapport 2018. Mais parallèlement, si vous voyez les dépenses sociales, elles s'élèvent à 503 millions. Je l'ai dit, je le répète encore, la répétition est pédagogique, je suis enseignant, avec des ratios très faibles. 2% pour la santé, 2% pour l'environnement, 3% pour le financement des GIE locaux, 30% pour l'éducation, et parallèlement aussi des billets à la Mecque sont offerts à des individus ou à des personnes qui sont issues de ces localités, dont l'impact, on en doute. À qui profite un billet à la Mecque et les entreprises le comptent en termes de RSE. Donc si vous voyez 59 milliards et seulement 503 millions, c'est presque 1%, donc reversé à la région. Parce que la RSE est une démarche unilatérale, non contraignante des entreprises. C'est pourquoi le contenu local est intéressant, parce que dans le rapport, il a dit, au niveau national, nous avons 999 milliards qui ont été payés aux fournisseurs de biens et services, mais pour Thiès a la part du lion. Thiès, c'est 574 milliards, dont 223 milliards payés aux fournisseurs locaux. Donc cela urge d'aller vers une loi sur le contenu local, qui n'existe pas encore dans le secteur minier. Dans le secteur des hydrocarbures, cette loi, elle est là, elle existe bel et bien. Et là, saluer aussi la démarche, parce que, je le dis en tant que coalition, au nom de la coalition, nous avons une stratégie un peu différente de certains activistes. Nous sommes partie prenante, nous sommes dans la co-construction, donc nous ne sommes pas dans la déconstruction. Mais nous continuons à rester dans notre posture de veille et d'alerte. Quand c'est bon, on dit que c'est bon, il faut encourager. Mais quand les choses ne marchent pas, comme on a des instances où on peut vraiment se faire entendre, on se fait entendre pour que les Sénégalais. Parce que la démarche n'a été ni inclusive, ni participative. C'était avec l'ancien ministre, qui devait considérer la société civile pas comme partenaire, mais comme des gens qui déconstruisent. Mais avec le nouveau ministre, ça je peux le dire, les paradigmes ont changé. Non seulement sur le contenu local, la loi qui a été votée, il y a eu des concertations nationales à Diamniadio. Ensuite, suite à ces concertations, il y a eu des concertations sectorielles avant les décrets d'application. Donc vraiment, là aussi, saluer cette démarche. Donc pour le partenariat, comme je l'ai dit, nous allons faire le focus dans les autres régions. Kédougou, la première étape, Thiès, la seconde étape. Nous irons à Saint-Louis au mois de février avec le même format, avec la coalition publique Secoupé. À Matam, idem. Fatick, il en sera ainsi. Et à Saint-Louis, donc, monsieur le rédacteur me dit que le temps est épuisé. Je voulais juste seulement donner quelques axes pour que vous puissiez comprendre un peu le sens. La société civile ou la coalition publiée Secoupé au niveau mondial, c'est la société civile. L'ITE, c'est les États. Mais ces deux structures vont de pair. Maintenant, pour en revenir, c'est là où je vais terminer, pour le cas de Thiès, nous avons vraiment une spécificité à la thiessoise. Thiès n'a pas de site minier, la capitale. Quand j'ai été élu coordonnateur, la première stratégie avec mes collègues, c'était d'avoir des points focaux dans toutes les zones minières. Aujourd'hui, nous avons des points focaux à Kayar, à Ngandjouf, dans une logique d'anticipation. À partir de 2022, il y aura GEFOS, à Ngoundiane, à Darou Khoudoss, à Mboro. Et là où
peut-être les autorités reçoivent des rapports, nous recevons au quotidien le ressenti de ces communautés. Par exemple, s'il y a une émanation tout de suite de gaz ou bien une pollution de l'atmosphère au niveau des ICS, notre point focal nous appelle, nous aussi nous appelons qui de droit pour jouer ce rôle d'interface entre l'État pour calmer. Donc voilà un peu, je voulais dire le sens de ce partenariat et remercier aussi tous les collègues du GMP qui sont là. Je ne vais pas y revenir parce que c'est un travail collectif. Si nous sommes parvenus à avoir le statut de premier pays africain, c'est une œuvre collective de tous ces patriotes qui, dans l'ombre, travaillent pour ces ressources minérales. Et 3 conditions, c'est là où je vais terminer, pour que ces ressources soient une bénédiction. Ça, c'est mon point de vue personnel. Le premier, c'est la transparence dans toute la chaîne de valeur du secteur, depuis l'octroi des licences jusqu'à la distribution des revenus et l'impact. Le deuxième niveau, c'est une exploitation responsable, respectueuse des droits des communautés, surtout impactées riveraines. Et le troisième niveau, c'est la répartition équitable des revenus générés par l'exploitation minérale, qui est aujourd'hui un maillon faible à travers les résultats que nous avons produits. Je vous remercie. On a fait déjà, je pense, une esquisse des recommandations que l'ITIE a élaborées. Donc, pour le rapport et de façon globale, on a élaboré dans l'ensemble 5 recommandations pour 2018. Et on va les scinder peut-être en 3 parties. La première partie, c'est lié au fait, au contrat. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, de débats autour des procédures d'octroi de certains permis qui ont même précédé l'arrivée de l'ITIE. Mais pour autant, depuis 2014, on est allé vers les recommandations pour, en tout cas, permettre que les procédures soient beaucoup plus transparentes. Cette année, avec le rapport 2018, on en a fait déjà une recommandation forte pour qu'il y ait un manuel de procédure qui soit élaboré pour qu'un Sénégalais qui soit au Sénégal ou qui soit ailleurs puisse savoir exactement quelles sont les étapes, quelles sont les procédures officielles pour avoir une autorisation ou bien un quelconque permis. Ça, c'est la première partie. L'autre aspect qui est lié au contrat, c'est toujours veiller à ce que la publication des contrats devienne systématique. Donc, adopter un plan de publication des contrats, parce que l'exigence de la norme, pour le moment, c'est toujours volontaire. On a été avant-gardiste, dans ce sens qu'on a publié des contrats sans que ce soit véritablement une exigence de la norme. Mais là, à partir de 2021, ça va devenir une exigence de la norme. Et pour nous y préparer, nous avons recommandé de travailler avec les ministères concernés, le ministère des Mines et le ministère du Pétrole, pour pouvoir justement adopter un plan de suivi, un plan de divulgation systématique de ces contrats-là. L'autre aspect, c'est lié à l'optimisation des coûts et au renforcement du contrôle. C'est les exonérations, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de fiscalité qui échappe, due à des questions très diverses. Soit c'est des exonérations qui sont faites de facto dans les conventions, ou bien c'est des exonérations qui interviennent plus tard. Ou bien c'est dû également à l'évasion fiscale. Donc, il y a plusieurs questions à régler en même temps par rapport à cette fiscalité-là. L'autre aspect, c'est au contrôle des coûts historiques. Parce que vous savez que quand une entreprise est en période de recherche, puis en développement, en phase d'exploitation, la société qui est créée pour être l'opérateur va supporter les coûts qui ont été déjà subis par le premier propriétaire, l'entreprise, la personne morale qui faisait les recherches. Donc il est important et très important, encore une fois, de contrôler davantage ces coûts-là. Et c'est un travail qu'on va faire le ministère des Finances. L'autre aspect, c'est lié à la déclaration par projet. Donc la déclaration par projet, c'est que si vous avez une entreprise minière et que vous avez 2 permis, chaque permis doit avoir sa propre déclaration. Donc on ne va plus déclarer sur la base de l'entreprise X qui a payé 60 milliards, mais on va scinder les différents paiements de l'entreprise par rapport à ces projets. On va faire une comptabilité analytique, ce qui est très important parce que ça permettra, au lieu d'avoir une entreprise qui font les bénéfices dans les pertes et qu'en fin de compte, il n'y ait pas d'impôt sur les sociétés,
à payer, qu'on puisse très tôt voir que les impôts aient cette information à travers la déclaration par projet. Et il y a d'autres moyens aussi qui n'ont pas fait l'objet de recommandations spécifiques, mais c'est la transparence environnementale. La norme 2019 intègre cet aspect-là, les dépenses sociales et environnementales. Donc il y a le fonds de réhabilitation qu'il faudra mettre en œuvre. Il y a la loi portant Code de l'environnement qui est en révision, la loi de 2001, et c'est une opportunité que le Comité national est en train de saisir pour émettre des recommandations qui vont dans le sens de la publication de tous les documents liés aux études d'impact, mais aussi au suivi. Vous avez des documents qui permettront aux populations de savoir que telle entreprise, dans l'étude d'impact, avait promis, dans son plan de gestion environnementale et sociale, telle et telle chose, et les documents de suivi montrent que, effectivement, cette entreprise est en faillite, n'a pas fait ce qu'elle devait faire, et c'est une forme de redevabilité qu'on veut instaurer, de transparence environnementale. L'autre, c'est lié à la réhabilitation des sites miniers, et même plus tard aux exploitations pétrolières et gazières. Donc, tous ces aspects-là combinés, pour nous, on s'inscrit dans une perspective de rendre ce secteur encore plus transparent, d'avoir plus de retombées pour les communautés, surtout, mais aussi de sauvegarder l'environnement le maximum possible, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en l'espace d'un trimestre, on a vu d'autre part des changements ou bien des événements qui sont liés peut-être au changement climatique. Et donc, nous ne sommes pas à l'abri de cela. Il faudra qu'on essaie d'anticiper sur les enjeux environnementaux, de protéger le maximum possible la biodiversité et l'environnement, mais également terminer par le fait que créer les liens forts entre le secteur extractif et les autres secteurs de l'économie. C'est-à-dire que si vous êtes un fournisseur de biens et services, c'est bien que vous soyez un fournisseur de biens et services pour le secteur minier, mais en même temps, vous devez être assez diversifié. On doit construire une économie assez diversifiée pour que cette économie, même s'il n'y a plus de mines, puisse servir à l'agriculture, à l'élevage et aux autres secteurs de l'économie. Je pense que pour l'essentiel, c'était ce qu'on a prodigué ou élaboré comme recommandation. Nous vous remercions encore une fois de la patience et de l'écoute et nous pensons que ces informations-là vous permettront davantage d'appréhender les enjeux, défis et perspectives du secteur extractif au Sénégal. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Récente parce qu'elle touche à la fois le contenu local, mais elle touche aussi ce qu'on appelle les conditions de création d'une entreprise au Sénégal. Il faut retenir que le RCCM, c'est le registre de crédit immobilier qui a une fonction de recevoir ce qu'on appelle l'immatriculation des entreprises. Et ce RCCM est régi par le droit de l'OHADA, on appelle l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et l'immatriculation permet d'avoir des informations sur ce qu'on appelle la structure du capital. Je donne juste l'exemple du code minier en son article 86, le code minier de 2016, qui dit pour les sous-traitants non ressortissants de la République du Sénégal, pour mener une activité de prestation de services, il y a une obligation de créer une société de droit sénégalais, une société conformément au droit en vigueur au Sénégal. Et le droit en vigueur aujourd'hui, c'est le droit de l'OHADA qui exige l'immatriculation. Mais la loi ne tient pas compte l'élément qui concerne la discrimination, c'est-à-dire en termes de participation des Sénégalais au capital. Et ça me permet de parler un peu de la loi sur le contenu local qui prévoit aujourd'hui la participation des Sénégalais au capital. Et cela va nécessiter qu'on ait des critères qui permettent de dire qu'est-ce qu'une entreprise locale. Et quand on dit entreprise locale, actuellement, l'entreprise locale, c'est une entreprise qui est immatriculée conformément au droit de l'OHADA. Conformément au droit de l'OHADA. Je donnais souvent l'exemple des sociétés qui viennent et qui opèrent, que ce soit au niveau du pétrole ou du secteur minier, s'ils sont immatriculés au Sénégal, deviennent des sociétés, entre guillemets, sénégalaises. Pourquoi? Parce que c'est le droit qui est en vigueur. En revanche, pour donner une dimension sénégalisation de la société,
À partir de ce moment, il faudra que les textes d'application, parce que c'est en cours d'élaboration, il y aura un point déterminant sur la participation des Sénégalais pour que la société soit une société carrément sénégalaise. Et là, ça peut concerner soit le capital, ça peut aussi aller jusqu'à la nationalité, la résidence, etc. Parce qu'il y a des pays, par exemple, ils considèrent qu'une société appartient à un national lorsque la majorité des capitaux est détenue à des nationaux résidant sur le territoire de ce pays. Donc c'était à peu près l'idée que j'avançais sur l'immatriculation, étant entendu qu'actuellement c'est le droit de l'OHADA, mais la loi sur le contenu local prévoit la participation au secteur privé, ce qui va impacter un peu la structuration en termes de détention de capital ou même en termes de contrôle de la société. Je vous remercie. On en a discuté. C'est à ce niveau, je pense qu'il faut mettre le curseur. La deuxième question, vous avez parlé. Quand je parlais de Thiès, pas de Sidmé, je parle de Thiès, la capitale, la commune, la ville de Thiès, là où nous sommes. Parce que l'antenne, elle est régionale. Moi, je suis coordonnateur régional. Nous sommes basés à Thiès, mais on n'a pas un site minier dans la ville de Thiès commune. Maintenant, les sites, c'est dans la région. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voir que RSE peut même être une partie du contenu local. Sauf que le contenu local, c'est un ensemble de mécanismes, de voies et moyens que vous utilisez pour maximiser les retombées. Au niveau de l'emploi, donc vous avez un certain nombre d'exigences par rapport aux entreprises, et qui dit exigence, déjà dit que la norme RSE peut être écartée si ça devient contraignant. Parce que la norme RSE, elle est volontaire. C'est une adhésion volontaire que les entreprises mettent dans leur charte d'éthique et RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, et visent à appliquer. Donc, ce n'est pas contraignant du tout. Mais RSE peut être incluse vraiment dans les différents moyens d'arriver à maximiser les retombées, parce que c'est des investissements qui sont faits au profit des communautés. Donc, vous avez l'emploi, mais aussi, le plus important, vous avez le transfert de connaissances et de technologies. Ce qui permet aux pays qui ont bien compris cela, dans des domaines bien particuliers ou très diversifiés, comme la Chine. Il y a 30 ans, il n'y avait pas une industrie tellement développée. Mais ils ont réussi à maintenir le niveau de la main-d'œuvre assez basse. Ils ont maintenu un peu les fluctuations liées à l'inflation et ils ont permis de faire délocaliser des industries occidentales en Chine sous réserve qu'il y aurait un transfert de connaissances, un transfert de technologie. 30 ans plus tard, c'est l'économie la plus forte au monde. Donc, c'est des voies et moyens, encore une fois, que le contenu local est mis en œuvre, par lequel le contenu local est mis en œuvre pour permettre de maximiser les retombées de l'exploitation. C'est comme ça.